partage intellectuel et la co-construction. Donc ensemble, vous avez vraiment insufflé une dynamique qui va se ressentir au-delà de ces quelques jours, illustrant la force d'une communauté engagée et inspirée. Le FIF 2025 a été l'occasion de poser des diagnostics éclairés, d'initier des réflexions sur l'intégration de l'intelligence artificielle et des approches systémiques comme levier stratégique pour naviguer dans la complexité des transitions. Ces diagnostics, ces discussions ont servi de fondation pour repenser et préparer l'évaluation de demain, en ouvrant la voie à des pratiques toujours plus pertinentes et adaptées aux défis futurs. Je souhaite exprimer mes remerciements les plus chaleureux à tous les participants, intervenants, organisateurs et partenaires. C'est grâce à votre engagement, votre expertise et votre passion que ce forum a rencontré un succès retentissant. Vous avez démontré que l'union des idéaux et des compétences peut transformer des défis et en opportunités pour demain. Alors, avant justement de rentrer dans les chantiers de demain, on ne peut pas faire abstraction du contexte politique, géopolitique, les polycrises, polarisation, les pressions politiques, la désinformation, dans lequel nous devons faire évoluer nos pratiques d'évaluation. Et mener des évaluations dans un tel contexte, c'est vraiment un enjeu. Faire passer des messages qui sont issus des évaluations, communiquer des constats étayés, argumenter des choix sur base de données probantes. C'est réellement une difficulté dans ce contexte et on le vit et je l'entends à plusieurs égards. Ces données, ces constats sont parfois utilisés ou parfois mal utilisés pour nourrir la polarisation. Alors comment agir dans un tel contexte ? L'évaluation, c'est confronter la réalité à des valeurs et aujourd'hui, ces valeurs sont bousculées. On a une certaine remise en cause, en tout cas au niveau de l'engagement, notamment l'engagement américain, pour ne pas le citer, de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Ce contexte nous incite à revoir nos pratiques, la façon dont nous menons des partenariats, la façon dont nous les évaluons. Et donc, comme disait Sandrine Beaujean en introduction, il faut faire de l'évaluation une force de transformation. Alors, pour maintenant se projeter vers ces chantiers de demain, nous avons toute cette énergie qui a été mobilisée, des enseignements. La grande question à laquelle nous devons répondre ensemble est, maintenant que nous en sommes là, comment réinventer l'évaluation pour répondre aux défis futurs et construire un impact durable ? Cette interrogation ne va pas se limiter à une révision des méthodes traditionnelles d'évaluation. Elle appelle une transformation profonde de nos approches pour qu'elles soient à la fois dynamiques, inclusives et résolument tournées vers l'avenir. On a plusieurs panels qui ont parlé de désoccidentalisation de l'évaluation, pas facile à prononcer, mais aussi ce matin de ne pas être de renverser la logique par rapport à des pratiques importées. Nous devons repenser et dépasser les cadres qui se sont longtemps imposés à nous, la pluralité des savoirs, la diversité des profils aussi, qui était soulignée aussi en introduction, la richesse des échanges est importante et il est impératif de valoriser, d'institutionnaliser les approches, les voies et les expertises locales. C'est vrai qu'on a parlé aussi hier beaucoup d'institutionnalisation et en introduction, on a vu tous les contextes qui ont été mis en place. Ce sont des exercices de longue haleine, de faire progresser
l'institutionnalisation de l'évaluation et comme j'en discutais aussi ce midi, que ce ne soit pas uniquement des textes, mais que ça se traduise aussi dans les pratiques. On disait ce matin, il ne faut peut-être pas une rupture par rapport à ces modèles importés, mais il faut les adapter pour qu'ils servent les contextes spécifiques et les singularités de nos sociétés. Donc, quels mécanismes mettre en œuvre? Je crois qu'on a eu pas mal d'échanges, des pistes au cours de ces 2 jours. Ça passe par une collaboration accrue, par des échanges entre acteurs, entre différents types d'acteurs. J'aime pas appeler les termes locaux, internationaux, parce qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose, mais créer ces communautés de pratique aussi, comme nous venons d'avoir des échanges pour des partenariats plus équilibrés, que les pratiques soient plus endogènes et émancipatrices. On a parlé aussi pas mal d'approches participatives, comment elles peuvent répondre, les biais qu'il peut y avoir aussi par rapport à ces approches participatives, veiller aussi à des questions éthiques, parce que ça peut avoir des retombées aussi qu'on n'a pas anticipées, et veiller aussi à juste éviter d'être simplement venir, entre guillemets, ponctionner des données. Donc il y a aussi un enjeu, je pense, de restitution et de montrer à quoi elles peuvent servir. Donc ça, c'est aussi, je pense, des pistes importantes pour nos futures réflexions. C'est aussi de montrer comment on peut restituer. Bon, bien sûr, on a parlé de l'essor des technologies, l'intelligence artificielle. Donc là aussi, nous sommes appelés à réinventer l'évaluation en intégrant les nouvelles possibilités qu'offrent ces outils, sans jamais perdre de vue l'essence humaine. Il y a bien sûr le rôle des communautés et des acteurs de terrain. Il est fondamental de garantir que chaque citoyen, chaque jeune, chaque communauté ait la parole et participe activement à l'évaluation des politiques et des projets qui les concernent. Il y a la synergie aussi entre l'humain et le numérique. Ces outils peuvent augmenter nos capacités d'analyse, d'apprentissage, de suivi, mais nous devons veiller à ce qu'ils restent au service d'une évaluation profondément humaine, ajustée aux réalités contextuelles et aux besoins spécifiques des populations. Les ateliers de hier sur le sujet étaient assez intéressants par rapport à ces questions éthiques et donc comment veiller à ces éléments de sauvegarde et à les intégrer dans nos approches d'évaluation. Il y a aussi le fait d'encourager, le fait de penser l'évaluation, quelque part de plus intégrer l'approche évaluative dans les approches de gestion de projet. Donc on peut parler d'auto-évaluation, d'apprentissage continu, comme processus permanent au sein des institutions et des organisations. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'évaluation, il y a le suivi-évaluation, mais aussi comment l'évaluation et le suivi sont quelque part liés et contribuent à un processus d'apprentissage interne. Que ce ne soit pas juste un exercice, on le fait parce qu'il le faut. Et dans la coopération avec les organisations non gouvernementales, on est occupé à changer la pratique où on avait des évaluations systématiques, mi-parcours et finales. Et pour le prochain cycle, l'idée, c'est qu'elle propose un plan d'évaluation qui soit à ce moment-là plus ajusté par rapport au cycle de leur programme et par rapport à la réalité de leurs interventions. Et qu'on n'évalue pas nécessairement un projet de formation comme on évalue un projet d'infrastructure. Donc on est occupé à cette réflexion sur comment développer ces plans d'évaluation, en perdant peut-être ce côté systématique, mais en espérant évidemment gagner en termes d'apprentissage.
On a évidemment aussi ce contexte de contrainte des ressources, et ça je crois que c'est venu aussi assez régulièrement, la question du financement. Et ben voilà, on est dans un monde ici où il y a des coupes budgétaires aussi importantes de bailleurs, donc ça nécessite aussi de réinventer les pratiques, de les rendre peut-être plus efficientes aussi. Moi, je suis assez favorable à l'idée qu'il ne faut pas nécessairement systématiser peut-être l'évaluation, de l'intégrer de façon d'en faire une obligation, mais plutôt de favoriser l'idée de questions qui vont guider l'apprentissage. Et donc, il ne faut peut-être pas toujours tout évaluer, peut-être qu'il faut prévoir des systèmes de suivi renforcés, mais il faut ensemble s'interroger sur qu'est-ce qu'on veut savoir, sur quoi nous manque-t-il des informations qui vont permettre de mieux cibler les évaluations. Donc chaque piste met en lumière l'impératif aussi de nouvelles compétences, la diversité des profils aussi, j'en ai parlé, les collaborations renforcées. C'est vrai que par rapport à cette contrainte de ressources, ensemble, on pourra aller plus loin. Et ensemble aussi, ces axes constituent des fondations sur lesquelles reposera l'évaluation de demain, capable de transformer la complexité en opportunité durable. L'avenir de l'évaluation ne se construira pas dans l'isolement, mais dans cette impulsion collective qui vous anime aujourd'hui, être des bâtisseurs de changement. Je l'ai entendu aussi à plusieurs reprises, et aussi dans un atelier avec Khalil Bitar. C'est vraiment être des militants, en fait, comme on est militant des droits humains, c'est militant de l'évaluation. Soukaina disait ce matin, être évaluateur, c'est un acte politique. Voilà, et je crois qu'on c'est vraiment cette militance qui va être le cœur battant aussi de cette transformation dans vos sphères d'influence, que ce soit au sein des réseaux du réseau francophone de l'évaluation, des associations nationales d'évaluation ou dans vos organisations. Vous avez donc un pouvoir d'initier ce changement, et c'est aussi en tant que service d'évaluation qu'on a compris l'importance aussi de cette dynamique, qu'on essaye avec peu de moyens en fait d'investir dans le renforcement des capacités des réseaux. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de futur de l'évaluation, mais c'est vrai qu'on a fait une enquête au sein des actions qu'on mène avec l'université d'Anvers. Et en fait, on a interrogé sur les besoins d'évaluation, et c'est aussi ressorti dans le panel. C'est finalement le renforcement des capacités qui ressort, en fait, c'est vous qui l'aviez dit, comme le premier besoin. Avant, parfois, d'autres dimensions qui sont importantes aussi, mais c'est vraiment ce besoin de renforcement de capacités. Et puis, réinventer l'évaluation, c'est aussi contribuer à des politiques publiques plus équitables et durables, où chaque voix compte, chaque action est guidée par une éthique partagée de responsabilité et de solidarité. Et là, je trouve que c'est important aussi de mener des évaluations qui sont aussi, parce qu'elles sont parfois menées à mi-parcours ou même en ex-post, mais aussi d'avoir des mécanismes ex ante, c'est-à-dire au moment où on élabore la décision, de pouvoir avoir un mécanisme, ne fût-ce qu'un petit peu institutionnalisé pour que cette pratique se fasse, de pouvoir se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on a comme résultat d'évaluation qui vont pouvoir guider notre action ?» Parce qu'aujourd'hui,
le citoyen est parfois, bon, comme je le disais, très polarisé, mais il a besoin d'informations. Il a besoin aussi d'informations sur des effets, et des effets qui sont parfois inattendus. Alors on peut dire, oui, c'est difficile de les prévoir, mais quand on peut faire aussi de l'anticipation, peut-être articuler mieux aussi évaluation et prospective. Il est possible aussi de mieux anticiper quels vont être les effets des politiques publiques et aussi mieux informer le citoyen qui ferait peut-être parfois d'autres choix parce qu'il n'a pas toute l'information. Donc là, je crois qu'il y a aussi un rôle important à jouer. Alors je vous invite à porter cette vision, à oser expérimenter, innover, et surtout à collaborer sans relâche afin de bâtir un système d'évaluation qui soit à la hauteur des défis de demain. Vous avez en main des outils et surtout, la volonté de faire la différence. Avec plus de questions que de réponses. Et je pense qu'on a vraiment répondu à la question principale. Quand on parle de complexité, ça nous amène à des paradoxes. Il n'y a pas de réponse claire. Et en tant qu'évaluateur, on doit pouvoir naviguer dans cette complexité et dans ces paradoxes. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais je vous rassure, pour ceux qui n'ont pas pu participer à toutes les sessions et à tous les panels, on va, avec l'appui du RISE et bien sûr des membres du conseil d'administration du RFE, des actes seront produits pour pouvoir vous donner l'opportunité de poursuivre cette réflexion très riche et très approfondie. La deuxième chose, c'est quand même de vous laisser partir avec quelques paradoxes. Donc, je vais partager avec vous 4 paradoxes. Donc, dans vos organisations, ça serait bien de continuer à y réfléchir. Le premier paradoxe, c'est lorsqu'on parle de transition, est-ce qu'on est vraiment clair sur ce que constitue une transition? Donc d'un côté, on a des crises, on a des polycrises, on a crise environnementale, sociale, crise financière, etc. Et de l'autre, on a l'émergence de nouvelles technologies, l'émergence du progrès, etc. Comment on concilie ces deux aspects? Et comment, dans vos organisations respectives, vous allez pouvoir avoir des réflexions qui vont dans ce sens. Le deuxième paradoxe, c'est bien évidemment, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Et personnellement, je me pose la question de savoir quel est l'avenir de notre métier en tant qu'évaluateur. Même si on n'a pas envie de le dire clairement, est-ce que l'intelligence artificielle est pour nous une menace ou une opportunité? Et ça, je pense que c'est une question qui va se poursuivre. Pour ceux qui étaient au FIC du Luxembourg il y a 2 ans, je disais, et je n'étais pas du tout spécialiste en la matière, je disais le train est en marche, soit on le prend, soit on quitte la gare. Aujourd'hui, je pense que je suis de celles qui essaient de rattraper le wagon. Mais pour vous dire que ça reste quelque chose d'important et on n'a pas toutes les réponses à cela. Par contre, il faut garder en tête que c'est un paradoxe qui amène de nouvelles visions du monde. Et derrière chaque intelligence artificielle, il y a une vision du monde, il y a une autre sorte de colonisation. Et je pense qu'il faut être très conscient de ça, peut-être une colonisation numérique ou technologique, mais il faut être très conscient de ça et mettre en valeur l'esprit critique humain. Troisième paradoxe, le questionnement des méthodes. Il y a eu plusieurs méthodes qui ont été partagées, les approches participatives, l'évaluation d'impact, etc. Et bien sûr, au sein de toutes ces méthodes, l'IA revient constamment. Donc on peut utiliser l'IA pour concevoir, interpréter, analyser. Et au même moment, ces deux branches de méthodes, ces paradigmes méthodologiques, vont être questionnés. Demain, qu'est-ce que ça veut dire d'être un chercheur quantitatif versus un chercheur qualitatif lorsque les deux utilisent l'intelligence artificielle? Donc la question des paradigmes va demeurer, mais surtout, je pense qu'il y a aussi tout le volet de, lorsqu'on est en transition et lorsque le monde change aussi rapidement, il faut des méthodes évaluatives qui soient réactives, qui soient rapides,
Et au même moment, on veut des méthodes qui puissent démontrer l'impact. Et ça, c'est des méthodes qui sont coûteuses, qui demandent beaucoup d'énergie. Donc, il y a aussi ce paradoxe dans les organisations avec lesquelles il faudrait travailler. Et dans le sens de la décolonisation, ça a été mentionné, décolonisation ou désoccidentalisation des méthodes, on a un gros travail à faire. Il y a un chantier qui est en route, le Made in Africa, et je pense qu'il est temps d'en faire une réalité. Il est temps de penser, de concevoir, d'avoir des méthodologies ou d'avoir des outils qui permettent d'en faire un outil vraiment concret et pragmatique. Dernier paradoxe, non des moindres, le rôle des États, des institutions et des associations nationales, très important. La technologie va plus vite que les institutions. Alors il y a toute la question de la gouvernance des données, toute la question des approches transparentes, des chartes éthiques, etc., qu'il faudra prendre en considération pour pouvoir non seulement institutionnaliser l'évaluation, mais aussi la rendre, comme on la souhaite, inclusive et participative. Voilà les 4 paradoxes avec lesquels je vous laisse partir. Et pour ce faire, je conclus en disant, il y a des actions que j'espère vous allez pouvoir entreprendre dans vos organisations respectives après ce FIF. Et on peut se questionner sur l'avenir. Donc les organisations nationales peuvent déjà commencer à réfléchir sur mettre à jour leurs chartes éthiques quand elles existent, en intégrant ces réflexions sur l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est au niveau de la gouvernance des données, des États et de tout ce qui accompagne l'institutionnalisation. Je pense que c'est important aussi de trouver un moyen de se mettre au rythme des évolutions technologiques. Et troisièmement, en ce qui concerne la formation, on est tous d'accord qu'on doit se faire former à l'IA. Mais il ne faut pas se former à l'IA en oubliant ce pourquoi on est là, c'est-à-dire évaluer, transformer et vraiment avoir un impact sur les transformations sociales. Donc je vous laisse en espérant que la créativité humaine ne va pas disparaître et que peut-être ça sera un produit de luxe. Donc pensez à vous vendre très cher. Et surtout, ne désespérons pas parce que je pense qu'on a encore beaucoup de chemin devant nous. Je vous remercie. C'est un mot, merci, c'est un mot. Je vais donner la parole à Koulibaly, n'est-ce pas? Donc pour le mot de clôture. Monsieur le député, Monsieur le ministre conseiller, Mesdames et Messieurs les partenaires du FIF 2025, distingués invités, chers évaluateurs, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs, tout protocole respecté. Au terme de ces 3 jours intenses et enrichissantes de réflexion, c'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole au nom du président du réseau humain de suivi et d'évaluation de RIS, le professeur Adama Diawara, par ailleurs ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui, en raison d'un empêchement, n'a pu être présent pour clôturer cette 6e édition du Forum international francophone de l'évaluation 2025, qui, ma foi, s'est terminé sur une belle note ici à l'hôtel des parlementaires de Yamoussoukro. Durant 3 jours, nous nous sommes engagés à mener une série de réflexions sur le thème central, naviguer dans la complexité des transitions au regard de la nécessité de l'adaptation de l'évaluation dans notre monde aujourd'hui en pleine transition. Notre objectif à ce forum était double. D'abord, actualiser nos méthodes et outils avec l'utilisation de l'IA pour répondre aux besoins du moment et renforcer les capacités des institutions, administrations publiques, parapubliques et privées, les associations nationales d'évaluation, les centres et surtout les jeunes engagés dans l'évaluation. Au terme des résultats obtenus, nous pouvons noter respectivement 1. La tenue de 8 ateliers de développement professionnel, 51 présentations individuelles et panels et 4 événements partenaires ainsi que des activités de corps à corps autour des affiches. L'engagement fort et remarquable de
des administrations des pays présents, des partenaires au développement, des ONG d'évaluation, à davantage soutenir les actions en faveur de la promotion de la culture de l'évaluation, chacun selon le domaine de compétences. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à Madame la ministre de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire, au président du RIS et à son bureau, à la présidente du RFE et à son bureau, à l'ensemble des membres du comité national d'organisation, aux vaillants bénévoles et à tous les participants, aux intervenants et ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont été présents durant cette session. Votre engagement à nous accompagner, vos contributions, votre disponibilité et surtout votre passion ont fait de ce forum un véritable succès. Cela dit, nous repartons avec des idées neuves, des outils concrets et surtout une énergie renouvelée pour continuer à promouvoir une évaluation innovante, inclusive et au service du développement durable, aussi bien pour l'Afrique que pour le monde entier. Je vous invite à poursuivre ces échanges, à renforcer vos collaborations et à demeurer les ambassadeurs d'une culture de l'évaluation exigeante et basée sur l'éthique. C'est donc sur ces mots et confiant que ces assises de Yamoussoukro sur le thème de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil d'aide au diagnostic, à la collecte, au traitement, à l'analyse et à l'interprétation des données pour l'évaluation de politiques dans un environnement empreint de complexité seront utiles pour l'ensemble des participants venus des 4 coins du globe pour travailler durant ces 3 jours. Sur ce, je déclare clos les travaux de cette édition du Forum international francophone de l'évaluation et vous souhaite à toutes et à tous un excellent retour dans vos familles et institutions respectives. À très bientôt dans un pays du Nord, conformément à la politique d'alternance du RFE. Vive le RIS, vive le RFE, vive l'évaluation en Afrique et dans le monde francophone, et vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au terme de 2 journées intenses d'échanges, une soirée animée, hier soir également. Donc, au cours de ces 2 jours de forum et de cette journée d'atelier, nous avons navigué ensemble au travers de la complexité des transitions. Comme le disait Linda, nous retournons nourris, mais nous retournons chez nous aussi avec beaucoup de questions, des paradoxes, mais également des axes autour desquels nous allons, en tant qu'Association nationale d'évaluation, mais aussi en tant que réseau francophone de l'évaluation, pouvoir travailler. Je ne vais pas revenir sur les magnifiques synthèses qui ont été faites avant moi sur les différents sujets que nous avons traités au cours de ces 3 jours, l'intelligence artificielle, les approches systémiques et les approches participatives. Je veux juste peut-être redire que ce forum aura permis d'entendre la voix de toutes et tous, des jeunes évaluateurs, évaluatrices, des jeunes professionnels, des associations nationales d'évaluation, des parlementaires, des bailleurs, des universitaires, des praticiens et des praticiennes, bref, ceux qui font vivre l'évaluation au jour le jour. Et je vais le répéter, je l'ai déjà dit en séance d'ouverture, mais cette diversité, c'est véritablement notre force, puisqu'elle nous permet de croiser les regards et d'aller plus loin ensemble. Au niveau du RFE, et c'est pour faire suite à ce que Linda nous a laissé dans notre besace pour repartir, au niveau du RFE, nous allons bien sûr retourner vers nos partenaires,
mobiliser nos forces vives dans nos associations nationales, donc dans les associations nationales d'évaluation qui font partie de notre réseau, dans nos différents groupes de travail, et voir comment nous pouvons poursuivre la réflexion et trouver des solutions à ces problématiques essentielles, ces paradoxes qui ont été soulignés tout au long de cette séance de synthèse. Je tiens à remercier à nouveau très chaleureusement nos partenaires co-organisateurs, le RISE, le ministère de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire, les membres du comité scientifique et du comité d'organisation, toutes celles et ceux qui ont préparé, animé, modéré, présenté, débattu avec passion et vigueur lors des ateliers, lors des différents carrefours que nous avons eu l'occasion d'organiser au cours de ces 3 jours de Forum international francophone de l'évaluation. Et je ne nommerai que lui, mais le secrétaire permanent du RFE, Jean-Marie Loncle, qui effectivement mérite vos applaudissements, qui encore une fois a effectué un travail remarquable. Encore merci beaucoup Jean-Marie pour ton investissement, ton énergie et ton engagement. Et bien sûr, vous toutes et vous tous, venus des 4 coins de la francophonie, puisque vous l'avez compris, cette communauté sans vous n'existerait pas. Donc encore merci à toutes et tous. Et j'ai envie de te dire, notre tâche ne s'arrête pas ici. Au contraire, je pense que notre travail démarre maintenant. Ce forum n'est pas une parenthèse, mais probablement un point de bascule. Et que ce que nous avons vu, appris et entendu ici à Yamoussoukro doit continuer à circuler, à nourrir nos pratiques et à renforcer nos alliances. Et le RFE, avec l'appui de ces associations nationales membres, continuera à être un espace de mise en réseau, de partage, de plaidoyer et de renforcement de capacités. Donc nous nous reverrons effectivement dans 2 ans, peut-être au nord, pour la 7e édition du Forum international francophone de l'évaluation, le FIF 2027. Mais n'attendons pas ce moment pour nous retrouver et continuer à échanger. Donc à nouveau, je vous remercie et je vous souhaite un bon retour chez vous et rendez-vous dans 2 ans. Merci beaucoup.